Le 23 mars 1865, dans une petite chambre aux murs délavés d'un orphelinat presbytérien de Philadelphie, une fillette de 9 ans a récité de mémoire, sans aucune hésitation, l'intégralité des 178 pages d'un registre comptable qu'elle n'avait feuilleté qu'une seule fois, 3 semaines auparavant. Mot pour mot, chiffre par chiffre. Mais ce n'était pas tout. Pendant qu'elle récitait, sa voix commença à changer, à se briser, et elle se mit à répéter des conversations entières qu'elle avait entendues des mois plus tôt, des secrets murmurés, des discussions privées, comme si toutes les voix de son passé parlaient simultanément à travers elle. Cette enfant s'appelait Sarah Brown. Et ce qui lui arriva ensuite reste l'un des chapitres les plus troublants et les plus soigneusement dissimulés de l'histoire médicale américaine de la période de reconstruction. Avant de continuer, abonnez-vous à cette chaîne pour ne manquer aucune histoire aussi fascinante et troublante que celle-ci. Et dites-nous dans les commentaires de quelle ville vous nous écoutez en ce moment. Maintenant, laissez-moi vous raconter l'histoire de Sarah Brown. Une histoire qui vous fera questionner tout ce que vous pensez savoir sur les limites de la mémoire humaine et sur ce que certains hommes sont prêts à faire au nom de la science. Philadelphie, printemps 1865. La guerre civile vient de s'achever après 4 années de carnage sans précédent. Les rues de la ville bruissent encore des nouvelles de la reddition du général Lee à Appomattox, tandis que les trains ramènent des milliers de soldats mutilés, traumatisés, transformés à jamais par ce qu'ils ont vu sur les champs de bataille. On peut les voir certains soirs, ces hommes aux yeux vides, assis sur les marches des églises ou errant sans but dans les quartiers ouvriers, encore perdus dans les horreurs de Gettysburg ou d'Antietam. Dans ce contexte de bouleversement national, des dizaines de milliers d'anciens esclaves affluent vers les grandes villes du Nord, cherchant refuge, travail, une nouvelle vie dans ce qui devrait être, en théorie, une Amérique libre et égalitaire. Ils arrivent par wagons entiers, familles déchirées portant tout ce qu'elles possèdent dans des baluchons usés, espérant que la liberté signifie quelque chose de plus que simplement ne plus appartenir à quelqu'un. Mais la réalité est tout autre. Philadelphie, malgré sa tradition abolitionniste et son rôle historique dans le mouvement anti-esclavagiste, reste profondément divisée. Les quartiers noirs sont surpeuplés avec des familles entières entassées dans des pièces uniques où l'air ne circule jamais vraiment. Les emplois sont rares et mal payés, limités aux travaux les plus durs et les moins valorisés. La violence raciale est quotidienne, surtout dans les quartiers frontaliers où blancs pauvres et noirs affranchis se disputent les mêmes opportunités misérables. Des émeutes éclatent régulièrement, laissant derrière elles des vitrines brisées, des hommes battus dans les ruelles et un climat de méfiance qui empoisonne chaque interaction. C'est dans ce contexte que fonctionne une poignée d'institutions destinées aux enfants noirs, orphelins ou abandonnés. L'orphelinat presbytérien de la Miséricorde divine, situé sur Catherine Street, dans le sud de la ville, est l'une d'elles. Le bâtiment se dresse comme une présence austère dans un quartier de manufactures et d'entrepôts, sa façade de briques noircie par la suie des cheminées environnantes. L'établissement occupe un ancien entrepôt de textiles reconverti à la hâte en lieu de vie pour une 60aine d'enfants. Les hauts plafonds qui servaient autrefois à entreposer des balles de coton créent maintenant des espaces caverneux où chaque son résonne étrangement. Les dortoirs sentent le moisi et la sueur rance, une odeur persistante que même les fenêtres ouvertes ne parviennent jamais complètement à dissiper. Le plancher de bois grince sous chaque pas, marqué par des décennies d'usage industriel avant sa transformation. Les repas se composent essentiellement de bouillie d'avoine le matin, servis dans des bols ébréchés, de pain sec accompagné d'une soupe claire à midi et de pommes de terre bouillies le soir. Le dimanche, si les finances le permettent, on ajoute parfois un morceau de lard salé. Les enfants portent des uniformes gris délavés, rapiécés tant de fois que les coutures forment des motifs chaotiques sur le tissu. Des constellations de réparations successives qui racontent leur propre histoire de pauvreté institutionnelle. L'hiver, le froid s'infiltre par les fenêtres mal ajustées et les enfants dorment 2 par lit, serrés les uns contre les autres pour se tenir chaud sous des couvertures trop minces.
On peut voir leur souffle former de petits nuages blancs dans l'air glacé des dortoirs. L'été, la chaleur transforme les chambres en étuves suffocantes où l'air immobile devient presque tangible, épais et oppressant. Les enfants passent alors leur nuit à se tourner et se retourner, cherchant en vain une position confortable sur leur matelas de paille compacté. Mais l'orphelinat est dirigé par le révérend Josiah Pemberton, un homme de 62 ans qui croit sincèrement en sa mission civilisatrice. Grand et voûté, avec des cheveux blancs clairsemés et des mains tachées d'encre, Pemberton passe ses journées entre la prière, l'administration de l'établissement et l'enseignement personnel des plus jeunes enfants. Il marche lentement dans les couloirs, s'arrêtant pour parler à chaque enfant, connaissant tous leurs noms, leurs histoires, leurs petites victoires et leurs grandes tristesses. Pemberton est convaincu que l'éducation et la discipline morale peuvent élever les enfants noirs au niveau des blancs, qu'ils peuvent devenir des citoyens respectables si on leur inculque les bonnes valeurs. Il cite souvent Frédéric Douglass, parlant de la lecture comme d'un chemin vers la liberté véritable. Cette conviction, bien qu'imprégnée du paternalisme typique de son époque, le distingue de beaucoup de ses contemporains qui considèrent les Noirs comme naturellement et irrévocablement inférieurs. Pour Pemberton, l'infériorité n'est pas une question de nature, mais d'opportunité et d'éducation. Chaque matin, il rassemble les enfants pour la prière collective dans la grande salle commune, leur voix s'élevant en un chœur incertain mais fervent. Chaque après-midi, il supervise personnellement les leçons de lecture et d'arithmétique, corrigeant patiemment les erreurs, encourageant les progrès même les plus modestes. Il croit profondément que chaque enfant de cet orphelinat, s'il reçoit la bonne instruction, peut contribuer à prouver au monde que la race n'est pas un obstacle insurmontable à l'accomplissement humain. C'est dans cet environnement, à la fois austère et animé d'une sorte d'espoir tenace, que Sarah Brown arrive en février 1863, à l'âge de 7 ans. Les circonstances de son arrivée sont enveloppées de mystère et demeurent, même aujourd'hui, l'un des aspects les plus troublants de toute cette histoire. Les registres de l'orphelinat indiquent simplement qu'elle a été amenée par un homme se présentant comme le docteur Elijah Crane, médecin de Baltimore, qui affirmait avoir recueilli l'enfant après le décès de sa mère des suites du typhus. Pemberton se souvient encore de cette journée de février glacial. La neige tombait en flocons épais, recouvrant les rues d'un manteau blanc qui étouffait tous les sons. Un homme était arrivé dans un fiacre fermé, vêtu d'un long manteau noir et d'un chapeau qui dissimulait en grande partie son visage. Il avait une barbe noire soigneusement taillée et des yeux d'un bleu très pâle, presque transparent, qui donnaient l'impression étrange de regarder à travers les choses plutôt que de les voir vraiment. L'homme avait expliqué d'une voix posée et cultivée que la mère de l'enfant, une certaine Margaret Brown, travaillait comme blanchisseuse et vivait seule avec sa fille dans une pension misérable du quartier de Fells Point, à Baltimore. Elle avait contracté le typhus en janvier, une épidémie qui ravageait alors les quartiers pauvres de la ville portuaire. Le docteur Crane prétendait l'avoir soignée jusqu'à la fin, mais la maladie avait été trop forte. La femme était morte en moins d'une semaine, délirant de fièvre, et ses dernières paroles cohérentes avaient été une supplication pour qu'on prenne soin de sa fille. Selon son récit, Margaret Brown n'avait aucune famille connue, aucun lien identifiable avec une plantation ou un ancien maître. Elle était apparemment née libre, avait toujours vécu libre, mais dans une pauvreté telle que la liberté ne signifiait pas grand-chose. L'enfant, disait le docteur Crane, était entièrement seul au monde. Il avait essayé de lui trouver une place dans les institutions de Baltimore, mais toutes étaient pleines à craquer avec l'afflux de réfugiés de guerre. C'est pourquoi il l'amenait à Philadelphie, où il avait entendu parler du bon travail du révérend Pemberton. Le docteur Crane versait 6 mois de pension à l'avance, une somme considérable de $30 qu'il comptait méthodiquement en pièces d'or sur le bureau de Pemberton. Il demandait qu'on prenne particulièrement soin de l'enfant, insistant sur ce point à plusieurs reprises. Elle avait vécu des choses difficiles, disait-il. Elle avait besoin de stabilité, de routine, de gentillesse.
Il reviendrait, promettait-il, dans quelques mois, pour vérifier son bien-être et verser une pension supplémentaire si nécessaire. Pemberton avait accepté, touché par la générosité apparente de cet homme et par son souci évident pour le sort de l'orpheline. Mais quelque chose dans le comportement du docteur Crane l'avait vaguement troublé, quelque chose qu'il n'arrivait pas à définir précisément. La manière dont l'homme évitait de regarder directement Sarah pendant qu'il parlait d'elle. La façon dont ses mains, par ailleurs parfaitement contrôlées, tremblaient très légèrement quand il remettait l'argent. Un certain empressement à partir, comme s'il craignait de rester trop longtemps. Avant de s'en aller, le docteur Crane s'était agenouillé devant Sarah, avait posé une main sur son épaule et lui avait murmuré quelque chose à l'oreille que Pemberton n'avait pas pu entendre. L'enfant avait hoché la tête gravement, sans prononcer un mot. Puis l'homme était remonté dans son fiacre et avait disparu dans la tempête de neige. Il ne revint jamais. Aucune trace ultérieure de cet Elijah Crane n'a pu être retrouvée dans les registres médicaux de Baltimore ou de Philadelphie. C'était comme si l'homme n'avait jamais existé. Sarah était une enfant singulièrement silencieuse. Petite pour son âge, avec des membres fins qui semblaient presque fragiles, elle se déplaçait dans l'orphelinat comme un petit fantôme, ne faisant jamais de bruit, ne causant jamais de problème. Ses yeux étaient d'un brun très profond, presque noir, et ils avaient une qualité étrange, une intensité qui mettait les gens mal à l'aise quand elle les regardait directement. C'était comme si elle voyait trop, comprenait trop, pour une enfant de son âge. Pendant ses premiers mois à l'orphelinat, elle ne parlait pratiquement pas, se contentant de hocher la tête ou de secouer légèrement la tête pour répondre aux questions. Quand on lui demandait de se joindre au jeu des autres enfants, elle s'asseyait à l'écart, observant en silence, ses mains posées sagement sur ses genoux. Quand on l'appelait pour les repas, elle venait sans délai, mangeait lentement, méthodiquement, les yeux souvent fixés sur un point invisible devant elle, comme si elle écoutait quelque chose que personne d'autre ne pouvait entendre. Les autres enfants la trouvaient étrange et gardaient leur distance. Certains murmuraient qu'elle était touchée par l'esprit, une expression ambiguë qui pouvait signifier aussi bien bénie que maudite. D'autres disaient qu'elle avait vu des choses terribles, peut-être la mort de sa mère, peut-être pire encore, et que son silence était la cicatrice que ces horreurs avaient laissée sur son âme. Les adultes la trouvaient déroutante, cet enfant qui ne pleurait jamais, ne se plaignait jamais, mais qui ne souriait jamais non plus. Mademoiselle Abigail Fletcher, l'institutrice de l'orphelinat, une femme sèche d'une quarantaine d'années au visage perpétuellement sévère, essayait d'enseigner à Sarah les rudiments de la lecture et de l'écriture. Elle fut surprise de découvrir que l'enfant connaissait déjà ses lettres, pouvait déchiffrer des mots simples et montrait une concentration exceptionnelle pendant les leçons. Mais Sarah ne participait jamais aux récitations collectives, ne levait jamais la main pour répondre aux questions, restait muette même quand elle connaissait manifestement la réponse. Les mois passèrent ainsi, Sarah existant à la périphérie de la vie de l'orphelinat, présente mais jamais vraiment intégrée, visible mais d'une certaine manière invisible. Pemberton s'inquiétait pour elle, priait pour que le temps et la routine de l'institution parviennent à apaiser ce qui la tourmentait manifestement. Mais il ne savait pas comment l'atteindre, comment briser ce mur de silence qu'elle avait construit autour d'elle. La véritable nature de son don ne se révéla qu'au printemps 1864, lors d'un incident banal qui allait changer le cours de son existence et, d'une certaine manière, sceller son destin tragique. Mademoiselle Abigail Fletcher, l'institutrice de l'orphelinat, avait perdu son exemplaire personnel de la Bible qu'elle utilisait pour les leçons quotidiennes. C'était une vieille édition reliée en cuir noir, avec des pages cornées et des annotations dans les marges. Un livre qu'elle possédait depuis sa jeunesse et auquel elle tenait particulièrement. Elle avait cherché partout, fouillé son bureau, interrogé les domestiques, mais la Bible demeurait introuvable. Elle accusait les enfants de l'avoir volée, peut-être pour la vendre ou par simple malveillance. Sa voix résonnait dans la salle de classe, sèche et accusatrice, tandis qu'elle menaçait de punir toute la classe si le livre n'était pas retrouvé dans l'heure. Les enfants se regardaient nerveusement. Certains pleuraient déjà,
sachant que les punitions de mademoiselle Fletcher impliquaient généralement de longues heures agenouillées dans un coin ou des privations de repas. C'est alors que Sarah, assise comme toujours au fond de la classe, leva timidement la main. Mademoiselle Fletcher se tourna vers elle avec surprise. C'était la première fois, en plus d'1 an, que l'enfant levait volontairement la main pendant une leçon. « Qu'est-ce que c'est, Sarah Brown ?» demanda l'institutrice, son irritation à peine contenue. « Mademoiselle ?» dit Sarah d'une voix à peine audible, si basse que les enfants durent tendre l'oreille pour l'entendre. « Je peux vous dire ce qui est écrit dans votre Bible. Si vous me dites ce que vous cherchez, je peux vous le réciter. Peut-être que cela vous aidera à vous souvenir où vous l'avez laissé. » L'institutrice fronça les sourcils, déconcertée par cette proposition étrange. « Tu ne sais même pas lire correctement, Sarah Brown. Comment pourrais-tu te souvenir de ce qui est écrit dans ma Bible ?»« Mais je m'en souviens, » répondit l'enfant, son regard intense fixé sur l'institutrice. « Vous nous lisez chaque jour. Je me souviens de tous les passages. Je peux vous les redire. » Mademoiselle Fletcher hésita, partagée entre l'incrédulité et une curiosité naissante. « Très bien, » dit-elle finalement, une note de défi dans la voix. « Récite-moi le passage que j'ai lu hier matin. Si tu peux le faire sans erreur, je croirai peut-être que tu n'as pas volé mon livre. » Ce qui suivit stupéfia tout le monde dans la salle de classe. Sarah ferma les yeux un instant, comme pour se concentrer, puis commença à parler. Sa voix, habituellement si hésitante, devint claire et assurée. Elle récita, mot pour mot, le passage du sermon sur la montagne que mademoiselle Fletcher avait effectivement lu la veille. « Bienheureux les pauvres en esprit, car le royaume des cieux est à eux. Bienheureux les affligés, car ils seront consolés. » Elle continua ainsi, reproduisant non seulement les mots exacts, mais aussi les inflexions de voix de l'institutrice, les pauses qu'elle avait marquées, même la petite toux qui l'avait interrompue au milieu d'un verset. C'était comme si mademoiselle Fletcher s'écoutait elle-même, sa propre voix sortant de la bouche de cet enfant étrange. Quand Sarah termina, un silence absolu régnait dans la classe. Mademoiselle Fletcher était devenue pâle, une main pressée contre sa poitrine. « Comment as-tu fait cela ?» murmura-t-elle. « Je me souviens, » répondit simplement Sarah. « Voulez-vous que je continue ? Je peux vous réciter le passage d'avant-hier aussi, et celui de la semaine dernière, et tous les autres. » Et elle le fit. Pendant plus d'1 heure, tandis que les autres enfants écoutaient en silence, bouche bée, Sarah récita des passages entiers de l'Évangile, selon saint Matthieu, sans une seule erreur, sans une seule hésitation. Elle récita des lectures que mademoiselle Fletcher avait faites des semaines auparavant, reproduisant chaque détail avec une exactitude qui défiait toute explication raisonnable. Mademoiselle Fletcher, ses mains tremblant légèrement, fit immédiatement venir le révérend Pemberton. Quand il arriva dans la salle de classe, essoufflé d'avoir gravi les escaliers en hâte, l'institutrice lui expliqua d'une voix haletante ce qui venait de se produire. Pemberton regarda Sarah, cette enfant silencieuse qu'il avait cru simplement traumatisée, et comprit qu'il se trouvait face à quelque chose d'extraordinaire. Il décida de soumettre immédiatement l'enfant à une série de tests plus systématiques. Il fit venir Sarah dans son bureau, une pièce au mur tapissée de livres où régnait une odeur de papier ancien et d'encre. Il lui demanda de s'asseoir sur une chaise inconfortable en bois, puis il commença à lire à haute voix divers textes, prenant soin de choisir des passages de nature très différente. D'abord, un article du journal du matin sur les débats politiques à Washington, puis un extrait d'un traité de théologie sur la nature du péché originel. Ensuite, une liste de 20 noms qu'il inventa sur le moment, accompagnés de chiffres aléatoires. Enfin, un passage en latin d'un texte de saint Augustin, une langue que Sarah ne pouvait manifestement pas comprendre. À chaque fois, après une seule lecture, Sarah pouvait reproduire le texte avec une exactitude absolue. Elle récitait l'article de journal en imitant exactement le ton monotone que Pemberton avait utilisé. Elle répétait les noms et les chiffres dans le même ordre, sans confusion. Elle reproduisait phonétiquement le latin, chaque syllabe prononcée exactement comme Pemberton l'avait fait, bien qu'elle n'ait aucune idée de ce que les mots signifiaient.
Plus fascinante encore, quand Pemberton lui demanda plusieurs heures plus tard de répéter l'un des textes, Sarah le fit sans difficulté, comme si elle le lisait encore devant elle. Le temps ne semblait avoir aucun effet sur sa mémoire. Ce qu'elle entendait une fois restait gravé dans son esprit avec la même clarté qu'elle l'ait entendu 5 minutes ou 5 heures auparavant. Pemberton était abasourdi, émerveillé, et aussi, il devait l'admettre, profondément troublé. Il avait lu des récits de prodiges musicaux capables de reproduire des symphonies entières après une seule écoute, d'enfants mathématiciens pouvant effectuer des calculs complexes dans leur tête. Mais il n'avait jamais entendu parler de quelqu'un possédant une mémoire aussi parfaite et universelle que celle de Sarah. C'était comme si son esprit était devenu une sorte de livre vivant, enregistrant tout ce qu'elle entendait avec une fidélité photographique. Ce soir-là, après que Sarah fut retournée dans son dortoir, Pemberton resta longtemps assis dans son bureau, fixant la flamme de sa bougie et réfléchissant aux implications de ce qu'il avait découvert. Une enfant noire, probablement née esclave ou fille d'esclave, dotée d'une mémoire qui défiait toute compréhension. Dans le contexte de 1864, alors que le débat sur les capacités intellectuelles des Noirs faisait rage dans les cercles scientifiques et politiques, alors que certains prétendaient que les Noirs étaient naturellement et biologiquement inférieurs aux Blancs, Sarah Brown représentait une anomalie fascinante, peut-être même une preuve vivante que les théories de l'infériorité raciale étaient fausses. Pemberton se sentait déchiré entre plusieurs impulsions. D'un côté, son instinct protecteur lui disait de garder le secret sur les capacités de Sarah, de la protéger de ceux qui pourraient vouloir l'exploiter ou l'exhiber comme une curiosité. De l'autre, il sentait qu'elle représentait quelque chose d'important pour la cause de son peuple, une démonstration vivante que les Noirs pouvaient atteindre des sommets d'excellence intellectuelle. Finalement, poussé par ce qu'il croyait être des motifs nobles, le révérend commença à inviter discrètement des personnalités de la communauté intellectuelle de Philadelphie pour observer l'enfant. D'abord quelques professeurs de l'université de Pennsylvanie avec qui il avait des contacts, puis des médecins reconnus, des théologiens respectés, des philanthropes influents. Chacun venait avec ses propres tests, ses propres théories, ses propres préjugés et présuppositions. Et chaque fois, Sarah les étonnait tous, dépassant leurs attentes les plus audacieuses. Mais quelque chose d'autre commençait à se produire, quelque chose que Pemberton n'avait pas anticipé et dont il ne mesurerait les conséquences terribles que bien plus tard. En exposant Sarah au regard de ces hommes savants, en faisant d'elle un sujet d'étude, il avait ouvert une porte qui ne pourrait plus jamais être refermée. Au fil des mois, les visites se multiplièrent de manière exponentielle. L'orphelinat, habituellement ignoré par la bonne société de Philadelphie, devint une sorte de curiosité scientifique, un lieu de pèlerinage pour les esprits éclairés de la ville. On parlait de Sarah dans les salons cossus de Rittenhouse Square, où les dames sirotaient leur thé en discutant de cet enfant prodige nègre. Dans les cercles médicaux de l'université, elle était devenue un sujet de débat passionné. Dans les assemblées publiques enflammées sur l'avenir des affranchis et les questions raciales qui déchiraient la nation, son nom était invoqué comme preuve par les uns, comme exception par les autres. Certains la voyaient comme une merveille de la nature, une preuve irréfutable que Dieu n'avait pas créé les races inégales, que l'esclavage n'avait jamais eu de justification morale ou scientifique. D'autres la considéraient comme une aberration inexplicable, une anomalie statistique qui ne prouvait rien sur les capacités générales de sa race. Peut-être même le résultat d'un mélange sanguin non avoué qui expliquerait ses dons exceptionnels. Le docteur Cornelius Hartwell, professeur de médecine et de philosophie naturelle à l'université de Pennsylvanie, développa un intérêt particulier, presque obsessionnel, pour le cas de Sarah. Hartwell était un homme de 55 ans, à la stature imposante et à la barbe grisonnante soigneusement taillée en pointe, aux manières précises et méthodiques qui trahissaient une vie entière consacrée à l'ordre et à la rationalité scientifique. Ses yeux gris acier semblaient toujours analyser, disséquer, mesurer tout ce qu'il regardait, comme si le monde entier n'était qu'un vaste laboratoire
attendant d'être catalogué et compris. Il avait publié plusieurs articles dans des revues médicales prestigieuses sur la phrénologie et les différences anatomiques présumées entre les races. Ses travaux, largement cités dans les cercles académiques, suggéraient que les capacités intellectuelles étaient directement corrélées à la taille et la forme du crâne, et que les différences raciales en matière de structure crânienne expliquaient les inégalités observées dans les réalisations civilisationnelles. Il avait développé un système complexe de mesure et de catégorisation, prétendant pouvoir prédire l'intelligence et le tempérament d'un individu simplement en examinant la topographie de son crâne. Pour lui, Sarah représentait une opportunité unique, peut-être sans précédent, d'étudier ce qu'il appelait les limites supérieures du développement cognitif chez le nègre. Un cas exceptionnel qui pourrait soit confirmer ses théories en révélant des anomalies structurelles expliquant ses capacités, soit les remettre en question de manière fondamentale. Il commença à venir à l'orphelinat 2 fois par semaine, toujours accompagné de son assistant, un jeune médecin nommé Thomas Sedgwick. Sedgwick était un homme mince d'une trentaine d'années, aux cheveux blonds toujours impeccablement peignés et aux lunettes rondes qui lui donnaient un air studieux et légèrement distant. Il prenait des notes minutieuses dans un carnet relié en cuir, ses doigts tachés d'encre bougeant rapidement pour capturer chaque observation, chaque mesure, chaque détail que Hartwell jugeait significatif. Ils apportaient des instruments de mesure élaborés, des compas d'une précision chirurgicale, des rubans gradués, des calibres à coulisses, même un dispositif bizarre fait de fils métalliques destiné à tracer le contour exact du crâne. Il venait chargé de carnets remplis de notes denses et d'hypothèses à tester, de textes de plus en plus complexes destinés à pousser les limites de la mémoire de Sarah toujours plus loin. Ils mesurèrent le crâne de Sarah avec une méticulosité presque rituelle, notant chaque dimension avec une précision qui allait jusqu'au millimètre, la circonférence totale, la distance entre les oreilles, la hauteur du front, la projection de l'occiput. Ils comparaient ces mesures avec des tableaux qu'ils avaient apportés, des moyennes établies pour différents groupes raciaux, cherchant des écarts, des anomalies, quelque chose qui expliquerait ce qui les fascinait tant chez cet enfant. Il chronométrait sa vitesse de mémorisation avec des montres de gousset, calculant combien de mots elle pouvait absorber par minute, combien de temps il lui fallait pour encoder des informations de différentes natures. Il testait sa capacité à reproduire des informations après différents intervalles de temps, 1 heure, 6 heures, 1 jour, 1 semaine, 1 mois. Ils essayaient de déterminer s'il y avait une décroissance dans la précision de ses souvenirs avec le temps, comme c'était le cas pour les êtres humains normaux, ou si sa mémoire était véritablement indélébile. Chaque visite durait plusieurs heures, transformant la petite salle de l'orphelinat que Pemberton mettait à leur disposition en une sorte de laboratoire improvisé. Sarah était assise sur une chaise droite au centre de la pièce, entourée par ses hommes en redingote sombre qui l'observaient comme si elle était un spécimen rare, quelque chose entre un être humain et un objet d'étude scientifique. La lumière des lampes à huile projetait des ombres mouvantes sur les murs, créant une atmosphère oppressante qui pesait sur l'enfant comme un poids physique. Hartwell prenait des notes détaillées, non seulement sur les performances de Sarah, mais aussi sur son apparence physique, son comportement, ses réactions émotionnelles. Il notait la couleur exacte de sa peau, qu'il comparait à une échelle chromatique qu'il avait développée spécifiquement pour ses études raciales. Il examinait minutieusement la texture de ses cheveux, mesurant le diamètre de chaque boucle, notant leur résistance à la traction. Il étudiait la forme de ses lèvres avec un calibre, mesurait l'angle de sa mâchoire par rapport à son crâne, examinait même la conformation de ses mains et la longueur relative de ses doigts. Il lui posait des questions incessantes sur ses parents, sur ses souvenirs les plus anciens, sur sa vie avant l'orphelinat, cherchant des indices sur son hérédité, se demandant si peut-être, quelque part dans son ascendance, il y avait du sang blanc qui expliquerait ses capacités exceptionnelles. C'était une obsession courante à l'époque.
L'idée que tout accomplissement remarquable chez une personne noire devait nécessairement s'expliquer par une contamination génétique caucasienne. Sarah supportait tout cela avec une patience troublante qui inquiétait de plus en plus Pemberton à mesure que les semaines passaient. Elle ne se plaignait jamais, ne protestait jamais contre les examens qui duraient des heures et qui devaient être épuisants, humiliants même, pour une enfant de son âge. Elle restait assise, immobile, laissant ces hommes la toucher, la mesurer, la scruter sous tous les angles, comme si son propre corps ne lui appartenait plus vraiment. Quand on lui demandait si les examens la dérangeaient, si elle voulait qu'on arrête, elle répondait simplement, d'une voix plate et sans émotion qui devenait de plus en plus mécanique, qu'elle voulait être utile, qu'elle voulait que les gens sachent que les enfants comme elle pouvaient apprendre autant que les enfants blancs, peut-être même plus. C'était comme si elle avait intériorisé l'idée qu'elle devait prouver quelque chose, non seulement pour elle-même, mais pour toute sa race. Mais quelque chose dans ses yeux, une certaine vacuité croissante, une distance qui s'approfondissait de semaine en semaine, inquiétait profondément le révérend Pemberton. Il remarquait des changements subtils, mais alarmants dans le comportement de Sarah. Elle dormait mal, se réveillant souvent en pleine nuit, parfois en criant, parfois en murmurant. Les autres filles du dortoir se plaignaient qu'elle parlait dans son sommeil, récitant des passages entiers de textes dans l'obscurité, sa voix une litanie monotone et inquiétante qui les empêchait de dormir et leur donnait des cauchemars. Elle mangeait de moins en moins, poussant distraitement la nourriture dans son assiette, semblant avoir perdu tout appétit. Son corps, déjà frêle, commençait à paraître encore plus squelettique. Ses yeux, autrefois si intenses et vivants, commençaient à avoir ce regard lointain et vide que Pemberton avait vu chez certains soldats revenus de la guerre, des hommes qui avaient vu trop de choses et dont l'esprit s'était retiré quelque part à l'intérieur d'eux-mêmes pour échapper à l'insupportable. Un soir de novembre 1864, alors qu'une pluie froide battait contre les fenêtres de l'orphelinat et que le vent gémissait dans les fissures du vieux bâtiment, Pemberton entendit Sarah sangloter doucement dans le dortoir des filles. Ce n'était pas un sanglot bruyant ou hystérique, mais un son bas et contenu, un pleur d'épuisement absolu, comme quelqu'un qui pleure depuis si longtemps qu'il n'a presque plus de larmes, mais ne peut toujours pas s'arrêter. Il s'approcha doucement, une bougie à la main projetant des ombres dansantes sur les murs, et trouva l'enfant assise sur son lit, recroquevillée contre le mur froid, ses bras maigres serrés autour de ses genoux, se balançant légèrement d'avant en arrière dans un mouvement répétitif qui évoquait quelque chose de profondément troublé. « Sarah » murmura-t-il doucement pour ne pas réveiller les autres filles qui dormaient dans leurs lits étroits. « Qu'est-ce qui ne va pas, mon enfant ?» Elle leva vers lui des yeux rougis et gonflés, le visage strié de larmes qui brillaient à la lumière de la bougie. « Tout reste, » murmura-t-elle d'une voix brisée, cassée. « Tout ce qu'ils disent, tout ce qu'ils pensent de moi, chaque mot, chaque regard, chaque toucher. Je ne peux pas l'effacer, je ne peux pas l'oublier. Tout reste pour toujours. » Pemberton s'assit au bord du lit, posant doucement une main sur l'épaule frêle de l'enfant, qui tremblait légèrement sous sa paume. « De quoi parles-tu, Sarah? Qu'est-ce que tu ne peux pas oublier ?» Les mots sortirent d'elle dans un flot désespéré, comme si un barrage s'était rompu et que tout ce qu'elle avait retenu pendant des mois se déversait enfin. Elle parlait des remarques que les visiteurs faisaient entre eux, pensant qu'elle ne comprenait pas leurs termes scientifiques ou médicaux, ou qu'elle oublierait de toute façon. Des commentaires murmurés sur la forme primitive et simienne de son crâne, sur les mesures qui correspondaient à leurs attentes de développement inférieur. Des discussions sur la texture laineuse et animale de ses cheveux, comparés de manière défavorable aux cheveux soyeux et civilisés des Caucasiens. Des spéculations sur l'origine possible de son don, certains suggérant avec assurance qu'elle devait avoir du sang blanc quelque part dans son ascendance pour expliquer ses capacités, comme si l'intelligence était une propriété exclusive de la race blanche qui ne pouvait pénétrer chez les Noirs que par contamination génétique. D'autres théorisant qu'elle représentait peut-être une mutation,
une aberration de la nature qui ne prouvait rien sur les capacités générales de sa race. Elle récitait textuellement des conversations entières qu'elle avait entendues, des dialogues entre Hartwell et Sedgwick qu'ils avaient eus en pensant qu'elle n'écoutait pas ou ne comprendrait pas leurs termes scientifiques complexes. Des discussions sur son développement anormal, sur les théories possibles pour expliquer comment un spécimen de sa race pouvait posséder de telles facultés cognitives. Elle répétait les regards, décrivait avec une précision douloureuse les expressions de dégoût à peine dissimulées sur certains visages quand ils la touchaient pour mesurer son crâne, comme s'ils avaient peur que sa négritude soit contagieuse, qu'elle pourrait les souiller par contact. « Je me souviens de tout », répéta-t-elle, sa voix montant légèrement dans un mélange d'angoisse et de désespoir qui serrait le cœur. De chaque mot cruel, de chaque regard méprisant, de chaque fois qu'ils m'ont touché comme si j'étais quelque chose de sale, de chaque fois qu'ils m'ont traité comme quelque chose de moins qu'humain, un objet d'étude, une curiosité scientifique, tout en faisant semblant d'être fasciné par moi. Je voudrais oublier, révérend, Dieu, comme je voudrais pouvoir oublier, mais je ne peux pas. Tout reste, chaque humiliation, chaque insulte déguisée en observation scientifique, tout reste pour toujours, gravé dans ma tête comme des cicatrices qui ne guériront jamais. Pemberton sentit un frisson le parcourir, un sentiment d'horreur et de culpabilité profonde qui le glaça jusqu'aux os. Il commençait à comprendre, avec une clarté terrible, que ce qu'il avait considéré comme un don extraordinaire, une bénédiction divine même, était aussi un terrible fardeau, une malédiction qui transformait chaque expérience de vie en un poids permanent et insupportable. Sarah ne pouvait pas choisir ce dont elle se souvenait. Elle ne pouvait pas filtrer les informations, ne retenir que ce qui était utile ou agréable. Oublier ce qui était douloureux ou humiliant comme les êtres humains normaux pouvaient le faire. Chaque humiliation, chaque commentaire blessant, chaque moment de honte ou de peur était gravé dans sa mémoire avec la même clarté implacable et indélébile que les textes érudits qu'on lui faisait réciter pour impressionner les visiteurs et prouver ses capacités extraordinaires. Et plus troublant encore, il réalisait maintenant avec une honte écrasante que c'était lui, avec ses meilleures intentions et sa conviction sincère qu'il faisait le bien, qui avait exposé cet enfant à tout cela. En voulant prouver au monde que les Noirs étaient capables d'excellence intellectuelle, en espérant que Sarah pourrait être une preuve vivante contre les théories d'infériorité raciale, il avait transformé cette fillette vulnérable en une sorte de cobaye humain, l'avait livrée sans protection à des hommes qui, malgré leur vernis de respectabilité scientifique et leur rhétorique éclairée, la voyaient fondamentalement comme un objet d'étude plutôt que comme un être humain avec des sentiments, des besoins et une dignité qui méritait d'être respectée. Cette nuit-là marqua un tournant définitif dans l'attitude de Pemberton. Il commença à limiter sévèrement les visites, à refuser catégoriquement certaines demandes d'examen qui lui semblaient excessives, invasives ou dégradantes. Il s'opposa notamment à une proposition de Hartwell d'emmener Sarah à une conférence médicale à New York pour la présenter devant un public de plusieurs centaines de médecins et scientifiques. Mais il était déjà trop tard pour inverser complètement le processus qu'il avait déclenché avec tant de naïveté. Le docteur Hartwell, en particulier, était devenu trop investi dans l'étude de Sarah, trop obsédé par ce qu'elle représentait pour ses propres théories et ambitions, pour accepter facilement d'être écarté ou de voir son accès à elle limité. L'intérêt scientifique s'était transformé en quelque chose de plus sombre, une obsession qui ne pouvait être satisfaite, une soif de compréhension et de contrôle qui ne connaissait plus de limites éthiques. L'hiver 1864 apporta un changement significatif. Le docteur Hartwell proposa au révérend Pemberton de prendre Sarah sous sa responsabilité personnelle pour une étude plus approfondie. Il offrait de la loger dans sa propre maison, de lui fournir une éducation appropriée et de verser une somme substantielle à l'orphelinat pour compenser la perte de sa présence. Pemberton était déchiré. D'un côté, l'argent permettrait d'améliorer considérablement les conditions de vie des autres enfants.
De l'autre, il avait des réserves sur les véritables intentions de Hartwell. Mais le médecin insistait, argumentant que Sarah méritait mieux que l'environnement spartiate de l'orphelinat, qu'elle avait besoin de stimulation intellectuelle constante, que son don devait être cultivé et documenté pour le bien de la science et de sa propre race. Finalement, en janvier 1865, Sarah Brown quitta l'orphelinat presbytérien de la Miséricorde divine pour s'installer dans la demeure du docteur Hartwell sur Spruce Street, l'une des rues les plus élégantes de Philadelphie. La maison était une construction de briques rouges sur 4 étages, avec des fenêtres hautes et étroites et un petit jardin clos à l'arrière. L'intérieur sentait la cire d'abeille et le tabac de pipe. Des tapis épais étouffaient les bruits de pas. Les murs étaient couverts de bibliothèques remplies de volumes reliés en cuir. Dans le salon, un crâne humain trônait sur le manteau de la cheminée, accompagné de divers instruments médicaux disposés comme des objets décoratifs. Sarah reçut une petite chambre au 3e étage, simplement meublée, mais propre et chaude. Pour la première fois de sa vie, elle avait un lit pour elle seule, avec de vrais draps blancs et une couverture de laine épaisse. Madame Hartwell, une femme d'une 40aine d'années au visage pincé et aux manières distantes, lui expliqua les règles de la maison. Sarah devait être silencieuse, obéissante et toujours disponible quand le docteur avait besoin d'elle pour ses études. Les premières semaines furent étrangement paisibles. Sarah prenait ses repas seule dans la cuisine, servie par la domestique irlandaise qui la regardait avec un mélange de curiosité et de méfiance. Elle passait ses journées dans le bureau du docteur Hartwell, où il lui faisait lire et mémoriser une quantité impressionnante de textes, traités médicaux, œuvres philosophiques, articles scientifiques, même des passages en latin et en grec qu'elle pouvait reproduire phonétiquement sans en comprendre le sens. Hartwell remplissait carnet après carnet de notes détaillées. Il mesurait non seulement sa capacité de mémorisation, mais aussi sa vitesse de compréhension, ses réactions émotionnelles à différents types de contenus, sa capacité à faire des connexions entre des informations disparates. Il était fasciné, obsédé même, par le fonctionnement de son esprit. Mais en février, quelque chose changea. Un soir, après une session particulièrement longue, Hartwell demanda à Sarah de rester. Thomas Sedgwick, son assistant habituel, était absent. Le docteur versa du brandy dans un verre et s'assit en face d'elle, la regardant avec une intensité nouvelle. « Sarah, dit-il lentement, je veux que tu me racontes tout ce dont tu te souviens avant ton arrivée à l'orphelinat. Tout ce que tu as vécu avec ta mère. Tout ce que le docteur Crane t'a dit pendant le voyage. » L'enfant baissa les yeux. « Je me souviens de ma mère, » murmura-t-elle. Elle chantait tout le temps. Elle sentait le savon et l'eau de lavande. Que chantait-elle? Sarah hésita, puis commença à fredonner une mélodie basse et mélancolique, un spiritual que les esclaves chantaient dans les plantations. Hartwell l'écouta attentivement, puis l'interrompit. « Et le docteur Crane, que t'a-t-il dit ?»« Il a dit que je ne devais parler à personne de l'endroit d'où je venais, que c'était important, que ma mère voulait que je sois en sécurité. »« En sécurité de quoi, Sarah ? » ?»« Je ne sais pas, monsieur. » Hartwell se pencha en avant, ses yeux brillants dans la lumière de la lampe à huile. « Tu n'as jamais été esclave, n'est-ce pas? Ta mère non plus. Vous étiez libre, à Baltimore. » Sarah acquiesça lentement. « Alors pourquoi ce secret? Pourquoi te cacher ?» L'enfant ne répondit pas. Mais quelque chose dans son expression, une peur ancienne qui traversa brièvement son regard, fit comprendre à Hartwell qu'il y avait là une histoire bien plus complexe que celle qu'on lui avait racontée. Les semaines suivantes, Hartwell intensifia ses investigations sur le passé de Sarah. Il écrivit à des collègues à Baltimore, cherchant des informations sur un docteur Elijah Crane. Il consulta des registres de naissance, des archives de propriété, des listes d'affranchis. Il ne trouva rien. Aucun médecin de ce nom n'avait jamais pratiqué à Baltimore. Aucune blanchisseuse nommée Brown n'était décédée du typhus en 1863. Plus troublant encore, Hartwell découvrit quelque chose d'inattendu dans ses recherches. Un article de journal de Washington, daté de 1862,
mentionnait brièvement un scandale impliquant un médecin militaire accusé d'avoir conduit des expériences non autorisées sur des soldats blessés, testant des théories controversées sur la mémoire et le traumatisme. Le médecin en question n'était pas nommé dans l'article, mais l'affaire avait été étouffée rapidement par l'administration militaire. Un autre document, un rapport médical confidentiel qu'Hartwell obtint grâce à ses connexions à l'hôpital militaire de Pennsylvanie, mentionnait des cas isolés d'enfants montrant des capacités mnésiques extraordinaires après avoir été exposés à certains traitements expérimentaux. Le rapport était fragmentaire, censuré par endroits, mais suffisamment explicite pour suggérer que ces enfants avaient été délibérément soumis à des procédures destinées à améliorer leurs facultés mentales. Hartwell commença à développer une théorie dérangeante. Et si Sarah n'était pas un prodige naturel, mais le résultat d'une expérimentation? Et si quelqu'un, peut-être ce mystérieux Dr. Crane, l'avait utilisé comme sujet de test, puis l'avait caché dans un orphelinat pour effacer toute trace de ce qui avait été fait? Cette hypothèse obsédait le médecin, mais au lieu de l'horrifier, elle l'excitait. Si les capacités de Sarah étaient le fruit d'une intervention artificielle, cela signifiait qu'elles pouvaient potentiellement être reproduites, qu'on pouvait améliorer scientifiquement l'intelligence humaine. Les implications étaient vertigineuses. Il commença à changer sa manière de travailler avec Sarah. Les sessions devinrent plus longues, plus éprouvantes. Il testait les limites de sa mémoire, la poussant jusqu'à l'épuisement. Il lui faisait mémoriser des textes pendant des heures sans interruption, lui refusait la nourriture jusqu'à ce qu'elle ait terminé une tâche donnée, la réveillait au milieu de la nuit pour vérifier si elle se souvenait encore de ce qu'elle avait appris la veille. Sarah commença à se détériorer. Elle perdait du poids, ses yeux se cernaient de noir, ses mains tremblaient constamment. Madame Hartwell, qui avait d'abord ignoré la présence de l'enfant, commença à exprimer des inquiétudes à son mari. Mais le docteur balayait ses préoccupations. C'était au nom de la science, expliquait-il. Sarah était spéciale. Elle pouvait supporter plus que les enfants ordinaires. Si cette histoire vous donne des frissons, mettez un pouce en l'air et dites-nous dans les commentaires ce que vous pensez qui est arrivé à Sarah. Était-elle vraiment une enfant prodige naturelle ou quelque chose de bien plus sinistre s'était-il produit dans son passé? Le 23 mars 1865, le jour exact où cette histoire a commencé, tout bascula. Hartwell avait invité plusieurs collègues éminents pour une démonstration des capacités de Sarah. Parmi eux se trouvait le professeur Edmund Whittaker de l'université Harvard, le docteur Friedrich Schneider, un neurologue allemand en visite, et le juge Horace Caldwell, un philanthrope influent membre de plusieurs sociétés savantes. La démonstration devait être le couronnement du travail de Hartwell. Il avait préparé Sarah pendant des semaines pour ce moment. Elle devait mémoriser un texte particulièrement complexe, un registre comptable de 178 pages qu'Hartwell avait emprunté à une compagnie d'assurance. Le registre contenait des milliers de noms, de chiffres, de dates, d'adresses. Aucun être humain ordinaire ne pouvait raisonnablement espérer retenir ne serait-ce qu'une fraction de ces informations après une seule lecture. Les invités arrivèrent en fin d'après-midi. Ils s'installèrent dans le salon, acceptèrent le thé et les petits gâteaux que Madame Hartwell avait fait préparer, discutèrent des dernières nouvelles de la guerre qui venait de se terminer. Puis Hartwell fit entrer Sarah. L'enfant était vêtu d'une robe simple mais propre. Ses cheveux étaient soigneusement tressés. Mais son visage était d'une pâleur maladive, ses yeux semblaient trop grands pour sa tête, et ses mains, qu'elle gardait jointes devant elle, tremblaient visiblement. Hartwell expliqua le protocole de la démonstration. Sarah avait eu accès au registre comptable pendant exactement 1 heure, 3 semaines auparavant. Elle l'avait feuilleté une seule fois, à son propre rythme. Maintenant, elle allait le réciter de mémoire, page par page, pendant que les invités vérifieraient l'exactitude de ses propos. « Commencez, Sarah », ordonna Hartwell. L'enfant prit une profonde inspiration et commença à parler. D'abord doucement, puis avec plus d'assurance. Elle récitait les entrées comptables comme si elle lisait directement dans le registre.
Page après page, nom après nom, chiffre après chiffre, les invités suivaient dans leur propre copie, hochant la tête avec incrédulité à chaque ligne parfaitement reproduite. Mais après environ 45 minutes, quelque chose d'étrange se produisit. La voix de Sarah commença à changer. Elle ne récitait plus seulement le registre. Elle commençait à mélanger d'autres choses, d'autres voix, d'autres conversations. Compte numéro 5327, Monsieur Harold Davidson, $312. Le docteur dit qu'elle ne devrait pas savoir ce qu'on lui a fait. Compte numéro 5328, Madame Elizabeth Frost, $189. Il dit que la mémoire est comme une cicatrice. Une fois qu'on ouvre le cerveau d'une certaine manière, tout s'imprime pour toujours. Compte numéro 5329. Les invités se regardèrent, déconcertés. Hartwell se leva brusquement. « Sarah, concentre-toi. Récite seulement le registre. » Mais l'enfant continuait, sa voix devenant de plus en plus étrange, comme si plusieurs personnes parlaient à travers elle. Elle récitait maintenant des fragments de conversation qu'elle avait entendus des mois auparavant. Des discussions privées entre Hartwell et Sedgwick, des commentaires chuchotés lors de ses examens médicaux. Nous devons déterminer si l'amélioration cognitive peut être induite par des interventions chimiques précoces. Compte numéro 5330. Elle ne se souviendra de rien si nous utilisons la bonne dose. Madame Rachel Hawkins, $422. L'enfant a été soumise à 12 injections sur une période de 6 semaines. Monsieur Thomas Garrett. Hartwell traversa la pièce et saisit Sarah par les épaules. « Tais-toi, tais-toi immédiatement !» Mais Sarah ne pouvait plus s'arrêter. Les mots sortaient d'elle comme un flot incontrôlable, des années de souvenirs refoulés, de conversations captées, de secrets involontairement appris. Elle parlait maintenant d'une pièce sombre où on l'attachait sur une table, d'un homme avec une barbe noire qui lui injectait quelque chose dans le bras, d'une douleur insupportable qui traversait sa tête, de sa mère qui pleurait dans une pièce voisine. Il a dit que ma mère avait accepté l'argent. $50. $50 pour qu'il fasse de moi quelque chose de spécial. Il a dit que ça ne me ferait pas de mal. Il a menti. Il a menti. Et ma mère est morte parce qu'elle ne pouvait pas vivre avec ce qu'elle avait laissé faire. Et l'homme à la barbe noire, ce n'était pas le docteur Crane. Son vrai nom était... Hartwell gifla l'enfant. Le bruit résonna dans le silence soudain du salon. Sarah s'effondra sur le sol, recroquevillée sur elle-même, murmurant encore des bribes de souvenirs, les yeux vitreux et perdus. Les invités étaient debout, choqués, horrifiés. Le professeur Whittaker regardait Hartwell avec une expression de dégoût et de compréhension croissante. « Qu'avez-vous fait, Cornelius ?» demanda-t-il d'une voix tremblante. « Qu'avez-vous fait à cet enfant ?» Hartwell ne répondit pas. Il fixait Sarah, écroulée sur le tapis de son salon, et réalisait avec une terreur froide que tout ce qu'il avait essayé de cacher, tout ce qu'il avait espéré prouver ou découvrir, venait de s'effondrer devant les témoins les plus influents de la communauté scientifique de Philadelphie. Les jours qui suivirent furent un tourbillon de confusion et de scandales étouffés. Le juge Caldwell, bien que profondément troublé par ce qu'il avait vu, était aussi un homme pragmatique qui comprenait les implications d'un scandale public impliquant une figure respectée comme Hartwell. Il fut décidé, entre les personnes présentes ce soir-là, qu'une enquête discrète serait menée, mais qu'aucune information ne serait rendue publique pour le moment. Sarah fut immédiatement retirée de la maison de Hartwell et placée temporairement chez une famille Quaker de Germantown, des gens réputés pour leur compassion et leur discrétion. Pendant plusieurs semaines, elle demeura dans un état de semi-conscience, alternant entre des périodes de mutisme complet et des crises où elle récitait compulsivement tout ce dont elle se souvenait. Des heures et des heures de conversation, de textes, de scènes vécues, comme si son esprit cherchait désespérément à se vider de tout ce qu'il contenait. L'enquête discrète menée par le juge Caldwell révéla effectivement l'existence d'un réseau d'expérimentation médicale qui avait opéré pendant la guerre civile, profitant du chaos et du nombre considérable de réfugiés, d'orphelins et d'anciens esclaves qui n'avaient aucune protection légale.
Un médecin nommé Elijah Crane, dont le vrai nom était probablement Elijah Cranston, avait effectivement travaillé pour l'armée de l'Union dans un hôpital de campagne près de Washington, où il avait développé des théories sur l'amélioration cognitive par des moyens chimiques et chirurgicaux. Cranston avait disparu en 1863, après que des rumeurs d'expérimentation non éthiques aient commencé à circuler. Mais avant de disparaître, il avait apparemment placé plusieurs de ses sujets de test dans diverses institutions à travers le Nord, effaçant soigneusement leurs traces. Sarah était l'une d'entre eux. Ce qui avait été fait exactement à Sarah resta largement un mystère. Les dossiers médicaux de Cranston, s'ils avaient jamais existé, avaient disparu. Mais les témoignages fragmentaires, combinés aux révélations involontaires de Sarah elle-même, suggéraient qu'elle avait été soumise à une série d'injections d'une substance dérivée d'extraits glandulaires, ainsi qu'à des procédures invasives destinées à stimuler certaines régions du cerveau. Le résultat avait été cette mémoire photographique extraordinaire, mais au prix d'une incapacité totale à oublier quoi que ce soit. Chaque expérience, chaque sensation, chaque mot entendu était gravé de manière permanente et indélébile dans son esprit. Un don qui était aussi une malédiction absolue, condamnant l'enfant à porter le poids écrasant de chaque instant de sa vie, sans possibilité de répit ou d'oubli. Quant au docteur Hartwell, il ne fut jamais officiellement accusé de quoi que ce soit. Il savait ce qu'était Sarah. Il avait même suspecté la véritable origine de ses capacités, mais il n'avait pas participé directement aux expérimentations initiales. Son crime était d'avoir exploité cyniquement une enfant déjà traumatisée pour ses propres ambitions scientifiques. Le juge Caldwell lui fit comprendre que sa carrière était terminée. Hartwell démissionna discrètement de l'université, vendit sa maison et quitta Philadelphie. On dit qu'il s'installa dans une petite ville de l'Ohio, où il pratiqua la médecine générale sous un nom légèrement différent, jusqu'à sa mort en 1879. Sarah Brown vécut encore 6 années après ces événements. La famille Quaker qui l'avait accueillie fit de son mieux pour lui offrir une vie paisible et protégée. On l'inscrivit dans une petite école pour enfants de couleur où on ne lui demandait jamais de démontrer ses capacités. On lui apprit à lire et à écrire normalement, à faire des travaux manuels simples, à cultiver un jardin. Mais la paix véritable lui échappa toujours. Les crises de récitation compulsive continuèrent, bien que moins fréquentes. Elle dormait mal, tourmentée par des rêves où tous les souvenirs de sa vie se mélangeaient en un chaos insupportable. Elle développa l'habitude de se balancer d'avant en arrière pendant des heures, murmurant doucement des litanies de mots et de chiffres, comme pour tenter d'imposer un ordre quelconque au tumulte perpétuel de son esprit. En avril 1871, par une matinée pluvieuse, la famille avec laquelle elle vivait la trouva effondrée dans sa chambre, victime de ce que le médecin appelé sur place décrivit comme une apoplexie soudaine du cerveau. Elle avait 15 ans. Le révérend Josiah Pemberton, qui avait suivi de loin le destin de l'enfant qu'il avait confié à Hartwell et qui s'en était toujours senti coupable, paya personnellement pour ses funérailles. Elle fut enterrée dans le petit cimetière Quaker de Germantown, sous une pierre tombale simple qui portait seulement son nom et ses dates de naissance et de mort. Aucune mention de ses capacités extraordinaires, aucune référence à ce qui lui était arrivé. Dans les années qui suivirent, l'histoire de Sarah Brown fut presque entièrement oubliée. Quelques références obscures apparurent dans des journaux médicaux de l'époque, des allusions voilées à des expérimentations regrettables menées pendant la guerre, mais jamais de détails spécifiques, jamais de nom. Le scandale fut si efficacement étouffé que même les historiens modernes qui ont étudié la médecine expérimentale de la période de la guerre civile n'ont que des traces fragmentaires de ce qui s'est réellement passé. Ce n'est qu'en 1992, lors de la rénovation d'un ancien bâtiment de l'Université de Pennsylvanie, qu'un ouvrier découvrit par hasard une malle poussiéreuse contenant des carnets personnels du docteur Cornelius Hartwell. Ces carnets, remplis de notes denses et presque illisibles, décrivaient en détail ses observations de Sarah, ses théories sur l'origine de ses capacités,
et ses propres expérimentations pour tester les limites de sa mémoire. Les carnets furent brièvement étudiés par un historien de la médecine, puis transférés dans les archives spéciales de l'université où ils restent, largement non consultés, disponibles uniquement sur autorisation spéciale. Aujourd'hui, si vous cherchez des informations sur Sarah Brown dans les bases de données historiques, vous ne trouverez presque rien. Son nom apparaît brièvement dans quelques registres d'orphelinat, dans un certificat de décès, sur une liste de sépultures d'un cimetière de Germantown. Rien qui suggère l'extraordinaire et terrible histoire de sa vie. Mais pour ceux qui connaissent cette histoire, une question persiste, troublante et sans réponse. Combien d'autres enfants comme Sarah y a-t-il eu? Combien d'autres orphelins, d'anciens esclaves, d'enfants de réfugiés, ont été utilisés comme sujet d'expérimentation pendant ces années chaotiques de guerre et de reconstruction? Combien sont morts sans qu'on sache ce qui leur était arrivé? Et combien, peut-être, ont survécu, portant en eux les séquelles invisibles de ce qu'on leur avait fait, incapables de parler, incapables d'oublier? L'histoire de Sarah Brown nous rappelle que les horreurs les plus profondes ne sont pas toujours celles qui font la une des journaux. Ce sont souvent celles qui se déroulent dans l'ombre sur des corps sans défense, au nom de la science, du progrès, de la curiosité, ou simplement parce que certains êtres humains peuvent exercer un pouvoir absolu sur d'autres sans craindre de conséquences. Et elle nous rappelle aussi que le don de se souvenir, que nous tenons tous pour acquis et que nous utilisons chaque jour sans y penser, peut devenir une malédiction absolue quand il n'est pas tempéré par la capacité, tout aussi essentielle, d'oublier. Sarah Brown ne pouvait pas oublier. Elle portait chaque moment, chaque douleur, chaque humiliation avec une clarté perpétuelle et implacable. Et cette incapacité à oublier a fini par la détruire. Vous croyez que tout a été révélé dans cette histoire? Pensez-vous que Sarah Brown a vraiment existé? Dites-nous dans les commentaires ce que vous en pensez. Abonnez-vous pour plus d'histoires aussi fascinantes et troublantes que celle-ci. Et si vous connaissez quelqu'un qui aime les mystères sombres du passé, partagez cette vidéo avec eux. Parce que l'histoire ne se résume jamais à ce qu'on nous enseigne. Elle est aussi faite de tous ces secrets enfouis, de toutes ces vies oubliées, de toutes ces horreurs qu'on a préféré ne pas raconter.